Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Quand on pense aux petits chanteurs de Touraine, on imagine souvent l'harmonie, une certaine image d'innocence aussi. Mais voilà, cette image, elle a été sérieusement écornée par les révélations d'abus visant l'ancien chef de chœur, l'abbé Bernard T. Tartou. Aujourd'hui, on va justement explorer des documents qui viennent du collectif Voix libérée. Ce collectif est né de ce séisme. L'idée, c'est de comprendre un peu leur démarche, la prise de conscience et puis l'action qui a suivi. Exactement, ces textes nous donnent leur point de vue, en fait, comment ce groupe s'est monté, comment il essaie d'accompagner les victimes, et puis surtout comment toute cette affaire a impacté tous les anciens de la Manéquinterie, cette école de chant, quoi. C'est une plongée dans la réponse d'un groupe à un traumatisme qui restait caché longtemps. Alors, concrètement, comment ça a démarré? Les sources parlent d'août 2021, les premiers articles dans la presse, c'est ça? Et ensuite, un petit groupe qui contacte une victime. C'est ça, c'est le point de départ. Un geste de soutien au début, et d'après les textes qu'on a, ça a eu un effet boule de neige assez rapide. Des souvenirs sont remontés, d'autres personnes ont commencé à parler, et ça a mené à la décision en novembre 2021 de créer quelque chose de plus structuré. Voix libérée naît officiellement le 8 décembre 2021. D'accord. Et ce qui est assez fort, c'est cette image qu'ils emploient, l'esprit de la manéquinterie qui renaîtrait un peu comme un phénix. Un phénix qui renaît, oui, sur les cendres d'une confiance brisée, on imagine. Et une fois que ce collectif commence à s'organiser, la question c'est comment on aide? Comment on soutient ceux qui parlent et ceux qui pourraient parler? Oui. Et là, le collectif ne travaille pas seul, c'est important. Les documents citent le rôle des cellules d'écoute, comme celle du diocèse de Tours, mais surtout ils insistent sur l'INIR, L'INIR. l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. C'est une structure vraiment clé, parce qu'elle est indépendante de l'Église et de la justice classique. Et elle peut offrir une reconnaissance, une forme de réparation, même quand les faits sont prescrits. Ah oui, donc même si c'est trop ancien pour un procès pénal. Exactement. C'est une voie qui est pensée pour ces situations où la parole arrive tard. Les textes soulignent aussi que le soutien de l'archevêque local a été important pour eux. D'accord. La première étape, c'est donc cette reconnaissance. Reconnaître les faits, le statut de victime. Tout à fait. Mais le collectif, et les textes le montrent bien, reste très lucide. Ils savent qu'aucune somme d'argent, aucune reconnaissance, même institutionnelle, ne peut vraiment effacer des années de souffrance. Les faits restent là, quoi. Bien sûr. Et cet impact, il ne touche pas que les victimes directes, celles qui témoignent, hein. Les textes parlent de plusieurs cercles. Oui, on peut voir ça comme ça. D'abord, il y a ceux qui ont eu ce courage, vraiment immense, de témoigner. Pour eux, le collectif, c'est un lieu d'écoute, de réconfort, un appui pour essayer de se reconstruire. Ensuite, il y a les victimes qui restent silencieuses. Le collectif dit respecter ce choix, mais laisse la porte ouverte, bien sûr. Et puis, il y a tous les autres. Ceux qui n'ont pas été victimes directement des abus. Eux, comment ils vivent ça? Les textes parlent d'un choc. Un choc énorme, oui. Découvrir cette face cachée, les manipulations qui sont décrites. Par exemple, ces consultations à l'infirmerie, qui étaient apparemment un prétexte pour isoler des enfants. C'est comprendre après coup les stratégies d'un prédateur présumé, au cœur même d'une institution basée sur la confiance absolue. Pour beaucoup, c'est une prise de conscience très brutale. On imagine le séisme intérieur, oui. Les textes décrivent un cheminement assez intéressant chez ces non-victimes directes. Il y aurait une sorte de culpabilité au début, de n'avoir rien vu. Oui, une culpabilité, puis une prise de conscience qui fait qu'ils se sentent blessés eux aussi, en quelque sorte par ricochet. Et finalement, ça débouche sur une volonté d'agir, de soutenir les autres. Ils se décrivent comme de véritables frères. C'est fort. Cette fraternité retrouvée, ça doit aider à gérer le sentiment qui domine, j'imagine. La trahison. La trahison, oui, c'est le mot qui revient. Artotus, ce n'était pas juste un chef de chœur. C'était un guide spirituel, une figure d'autorité morale très forte pour ces jeunes et pour leurs familles aussi. Alors le contraste avec les actes révélés est très dévastateur. Ça touche aux fondations, aux valeurs qu'on leur enseignait à travers le chant, la vie en communauté. Une tromperie qui dépasse la personne de l'abbé, qui ébranle tout un système de confiance, qui implique les familles, les proches. C'est sans doute ça qui explique leur devise « réagir, agir, reconstruire ». Précisément. Et ce n'est pas juste un slogan, hein. Les textes suggèrent que réagir, c'était briser le silence, se regrouper. Agir, c'est structurer l'aide avec le collectif, chercher la reconnaissance des faits, collaborer avec l'INIR, avec l'Église aussi, au niveau local et national. Et reconstruire, ça, c'est le travail de fond, individuel et collectif, pour essayer de retrouver du sens après cette fracture. C'est leur feuille de route, en quelque sorte.
Avec des objectifs clairs. Faire reconnaître les faits, accompagner les victimes dans la durée, et peut-être même servir d'exemple. Oui, cette idée d'exemplarité est là, tout comme la volonté de prévention. Ils espèrent contribuer, par leur action, à ce que de tels systèmes d'abus ne puissent plus se mettre en place, ou en tout cas perdurer, que ce soit dans l'Église ou ailleurs. C'est la force du collectif, face à l'isolement des victimes et au silence qui souvent protège les agresseurs. Donc, pour résumer un peu, Voix libérée est née d'un traumatisme profond, caché pendant longtemps derrière une façade prestigieuse. Le collectif s'appuie sur des structures comme l'INIR pour offrir un soutien très concret. Et son existence même montre à quel point l'onde de choc a touché tout le monde, tous les anciens petits chanteurs. Tout à fait, et ça nous laisse avec une question assez fondamentale qui ressort des textes. Comment une communauté qui était bâtie sur des idéaux très forts, une confiance presque aveugle en son guide, une communauté marquée par cette promesse du petit chanteur « Je montrerai ma vie en chantant », comment est-ce qu'une telle communauté peut intégrer la révélation d'une trahison pareille? Comment reconstruire du sens et peut-être une forme de confiance après une telle déchirure? C'est la question qui reste ouverte. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.